Ieri abbiamo cominciato un po' a discutere, ma credo che oggi pomeriggio, quando ci ritroveremo, avremo nuovi materiali. Forse cambieranno anche le nostre opinioni di ieri, ma insomma non i nostri dati che abbiamo acquisito. La prima relazione è quella del professore Pierre Cartier e avrebbe dovuto parlare ieri, ma ieri ha parlato Nadia Robotti perché il professor Cartier ha avuto qualche problema per arrivare a Bologna con aerei, ma è già qui con noi, lo ringraziamo molto. Pierre Cartier, a voi. Pour anticiper sur la discussion qui aura lieu cet après-midi et surtout avec le film de Moussardo, je dois dire que quand on m'a signalé, enfin on m'a invité à cette conférence, Pontecorvo, mon souvenir de Pontecorvo, oui, c'est un de ces espions soviétiques des années 50 qui est passé de l'autre côté. Bon, peut-être pas la peine de revenir là-dessus, mais c'était faux. C'était totalement faux. D'ailleurs, le film de Moussardo m'a parfaitement convaincu de l'idée à la fin. J'étais bon. Enfin, je pense que Pontecorvo était essentiellement un homme honnête. Et d'autre part, il n'a pas volé des secrets pour les donner aux soviétiques. Ça, c'est à peu près établi, je pense. Bon, il a... Mais je connaissais assez peu de choses sur lui, mais j'ai découvert que si je connaissais un secteur de la physique qui s'appelle les neutrinos, je ne suis pas physicien, donc mes connaissances sont toujours des connaissances d'amateurs, mais bon, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis aperçu que ses contributions, non seulement ce n'était pas un vulgaire espion soviétique, mais qu'en plus, sa contribution à la physique est absolument fondamentale. Alors c'est de ça dont je vais essayer de vous parler, et je vous ferai quand même... Bon, un personnage central, c'est Fermi, là-dessus, Enrico Fermi. Je parlerai d'Enrico Fermi, je parlerai aussi de Wolfgang Pauli. Bon, j'ai préparé quelques photos qu'on pourra projeter tout à l'heure. Bon, alors, la physique atomique proprement dit a démarré à peu près au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et il y a eu une cascade de découvertes extrêmement rapides qui ont dévoilé un monde tout à fait nouveau, le monde des atomes. Et ensuite, il a fallu à peu près une centaine d'années pour comprendre un peu tout ce qui se passait. Les choses étaient très très compliquées. Alors, pour donner l'idée des dimensions atomiques, c'est vraiment des nombres qu'on dit astronomiques. Il faut se rappeler que dans un litre d'air, il y a à peu près 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards d'atomes, que chacun de ces atomes a pour taille combien? Oui, un milliardième de millimètre, à peu près un milliardième de millimètre. Et bon, on sait depuis Rutherford et Bohr en 1910 comment est fait en gros un atome. Un atome est fait d'un noyau qui lui-même contient 99,98% de la masse, c'est-à-dire presque tout, et qui d'autre part est confiné dans une région très limitée, puisque sa taille, son diamètre, c'est environ 1 millionième du diamètre de l'atome. Donc le noyau est il porte presque toute la masse, et il est tout petit au centre, et il est entouré d'électrons. Bon. Voilà l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'atome. Bon, naturellement, il a fallu la raffiner, cette idée-là. Et alors, pour donner la masse, donc le proton, qui est l'atome d'hydrogène et qui est la base de tous les autres noyaux atomiques, comme on le verra, pèse environ 1 million de fois l'électron. Je ne me trompe pas, oui, non, pardon, 2000 fois l'électron. Et l'électron, il y a le neutrino, dont on débat encore pour savoir quelle est la masse du neutrino, mais elle est certainement inférieure au millionième de la masse de l'électron. Bon. Donc, au millionième, ça veut dire le milliardième de la masse d'un atome ordinaire. Voilà la situation. Donc, pour donner ces chiffres astronomiques, il faut dire que les estimations des astronomes actuels, c'est qu'il y a 1 million de milliards d'étoiles,
à peu près, c'est les ordres de grandeur, et que chacune de ces étoiles a sans doute une ou plusieurs planètes. Donc Giordano Bruno était beaucoup moins hardi qu'il ne le croyait. Bon, alors Giordano Bruno, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça mériterait aussi de revenir dessus. Alors, bon, je vais pour la théorie, pour le noyau atomique. Alors, la première découverte, c'est Thomson, qui vers 1895 découvre l'électron. L'électron, c'est la particule qui porte la charge électrique, et un courant électrique, c'est simplement un flot d'électrons qui se promènent dans un fil, ou d'ailleurs parfois dans les tubes cathodiques dans l'air, ou dans le vide. Bon, alors, ces électrons, ils portent une charge, ils portent une masse, comme j'ai dit, qui est très petite, environ 10 puissance moins 27 kg, et ils portent une charge électrique qui est du même ordre. Bon, il faut se rappeler que, donc, dans un litre d'air, il y a à peu près 1 million de milliards d'atomes. C'est pour donner les ordres de grandeur. Bon, alors, c'est la première découverte. Et puis, qui a été faite ensuite, Millikan, quelques années après, a pu mesurer avec beaucoup de précision cette charge de l'électron, ce qui était important parce que ça donnait, en mesurant la charge de l'électron et en se référant aux propriétés connues de l'électrolyse, on pouvait déterminer le nombre dit d'Avogadro-Loschmidt, c'est-à-dire le nombre exact d'atomes qui est contenu dans un litre d'air. Bon, et alors, à cette époque-là, c'était un très gros enjeu parce que les atomes étaient... les chimistes parlaient de l'hypothèse atomique. L'hypothèse atomique était un moyen d'organiser les réactions chimiques et surtout de considérer qu'il y avait une centaine de corps simples et que tous les autres étaient des composés chimiques. Bon, CO2, c'est bon, etc. Des formules chimiques élémentaires. Donc, mais c'était un gros enjeu de... Donc c'était un gros enjeu de pouvoir mesurer la taille de ces atomes et d'en comprendre la structure. Et alors le nombre d'Avogadro-Loschmidt, il était bon, c'était la clé évidemment pour avoir la taille des phénomènes. Et vers 1900, il y a eu plusieurs découvertes simultanées, dont deux sont dues à Einstein, qui permettaient, moyennant certaines hypothèses qui se sont révélées exactes, permettaient d'introduire cette quantité, le nombre d'Avogadro-Loschmidt, dans des formules qui étaient des quantités mesurables. Et donc on a eu plusieurs, bon, il y a eu la loi de Planck du rayonnement du corps noir, il y a eu le mouvement brownien expliqué par Einstein, et dans chacun de ces cas-là, le nombre d'Avogadro-Loschmidt apparaissait, et dans des formules qu'on pouvait comparer à l'expérience. Donc on a eu plusieurs confirmations à peu près simultanées et qui donnaient tout à 10% près le même nombre. Donc c'était convaincant, ce nombre de Avogadro-Loschmidt correspondait à quelque chose. Et non pas comme la première fois où j'ai suivi à la Sorbonne un cours de physique, et l'éminent professeur qui donnait le cours a dit d'un ton sanglant « Dans cet amphithéâtre, l'hypothèse atomique n'a pas sa place ». C'était en 1950, 5 ans après Hiroshima. Pour vous dire où en était la Sorbonne à cette époque-là, malheureusement. Bon, heureusement qu'elle a repris pied. Bon. Donc voilà. Donc alors maintenant, le neutrino, d'où vient-il? D'où vient-il? Bon. Eh bien, la première... La découverte importante sur les atomes, ça a été la radioactivité, découverte par Becquerel à peu près à la même époque. Et Becquerel, bon, c'est ensuite monsieur et madame Curie qui ont développé ça et qui ont découvert le radium et le polonium, après, en approfondissant les résultats de Becquerel, les observations de Becquerel. Mais Becquerel avait, pour la première fois, il avait soupçonné, enfin observé que les atomes pouvaient être une source d'énergie extrêmement importante par la désintégration. Il rejetait des choses qu'on a classées sans beaucoup d'imagination sous nom alpha, bêta et gamma. Ce n'était pas une très grande imagination. Alpha, bon, la première forme de radioactivité, ce sont des radioactivités naturelles, essentiellement les sels d'uranium.
Et alpha, ce sont des particules d'hélium qui sont rejetées par un noyau. Ensuite, il y a le bêta, c'est ça qui va nous occuper, ce sont des électrons qui sont rejetés par le noyau. Puis gamma, ce sont des rayonnements électromagnétiques extrêmement, les rayons gamma sont des rayons très 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 énergétiques, plus que les rayons X et qui traversent, encore mieux que les rayons X, les corps solides. Alors, oui, alors celui qui était le plus intriguant, c'était le rayonnement bêta. On a assez vite pu établir que ce qui était rejeté, c'était des électrons, les mêmes qu'on avait découverts peu de temps avant. Et c'est ce qui a conduit, d'abord Becquerel, puis ce phénomène pour lui-même. Et ensuite, il y a eu Rutherford et Bohr qui en ont déduit une structure du noyau, une structure de l'atome. Or, cette structure, c'est toujours celle qui est acceptée, c'est-à-dire qu'il y a au centre un noyau qui, comme j'ai dit, contient 99,98% de la masse et qui est de tout petit, et entouré par un nuage d'électrons. La chimie des éléments dépend de ces électrons, et ça a été bien explicité dans ce qu'on appelle le modèle périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire qu'on a pu arranger les diverses substances simples, les 92 connues à l'époque, enfin les 92. Le tableau en contenait 92 avec quelques trous, et on a pu les arranger de manière à ce que les propriétés atomiques apparaissent, les propriétés chimiques apparaissent rangées de manière naturelle. Bon, ensuite, c'était le tableau de Mendeleïev, et on a trouvé donc les électrons responsables de la chimie et le noyau. Alors ces noyaux, il a fallu, progressivement, on a vu cette image-là, mais qui a pris du temps à se faire, et surtout il y avait des problèmes d'instabilité. Si on supposait que les particules qui étaient là obéissaient aux lois de l'électricité habituelles, c'était instable, et au contraire, c'était stable. Donc l'idée, c'est que le noyau atomique est essentiellement stable, sauf dans certaines circonstances particulières où il montre de l'instabilité et peut se modifier. Bon. Alors, le fait que, le noyau de l'hydrogène, qui est appelé le proton, était vite reconnu comme un décomposant, et que, autrement dit, que si on a le noyau d'hydrogène, en combinant plusieurs, on peut faire des noyaux plus importants. Mais ça ne suffisait pas, la radioactivité bêta crachait des électrons. Donc, il semblait qu'à l'intérieur du noyau, il y avait à la fois des protons et des électrons. C'est le premier modèle qui a été proposé et qui a résisté une vingtaine d'années, jusque dans les années 1930, où on a pu identifier le neutron. À partir de ce moment-là, la vision qu'on avait des atomes était parfaitement claire. Il y avait un noyau composé de neutrons et de protons. Les protons avaient une charge électrique, les neutrons, comme on peut imaginer, n'en avaient pas. Et neutrons et neutrinos, il y a eu une petite confusion à un moment dont j'ai parlé dans un instant. Alors donc c'est neutrons et protons qui se combinent pour former les noyaux atomiques. Et ils étaient entourés d'électrons. Donc pendant longtemps, on a considéré que les composants de la matière, c'était ces trois particules, neutrons, protons, électrons, auxquels il faut ajouter le photon, qui est la particule qui, après l'invention d'Einstein en 1905, porte la lumière, correspond à la lumière. Voilà à peu près l'idée qu'on se faisait. Alors, un des personnages importants là-dedans, c'est Pauli. Et Pauli était troublé par le fait que dans le rayonnement bêta, c'est-à-dire quand un noyau atomique rejette des électrons, quand on fait le bilan des énergies en jeu, il y en avait une partie qui avait disparu. Où avait-elle disparu? C'était ça le problème. Et Pauli, ah bon? Ah. Il aurait fallu que ça soit sur l'ordinateur. Ah.
Je peux le montrer. Je suis désolé, j'avais cru que j'avais vu cet engin-là. C'est Paoli. Paoli quand il était jeune. Et puis là, il est photographié en présence d'Einstein. C'est dans le bureau d'Einstein. Bon. Paoli était un personnage extraordinaire. Il a apparu très jeune. À 19 ans, il a écrit un livre sur la relativité qu'il a soumis à Einstein et qui, encore aujourd'hui, est considéré comme un des meilleurs manuels sur la relativité. Il avait 19 ans quand il l'a écrit. Bon. C'était un personnage, il était né à Vienne. Et il avait émigré à Zurich. Et bon, il avait une vie un peu bizarre. Bon, il arrivait à son bureau à midi, il travaillait jusqu'à 9 h du soir. Ensuite, il allait passer la nuit dans les bars louches de Zurich. Bon, ça ne l'a pas empêché de faire beaucoup de physique. Et de la bonne. Excellent. Bon, Pauli, bon, ben, il est connu pour beaucoup de choses. Il y a le principe d'exclusion de Pauli, qui a donné, après le tableau de Mendeleïev, la clé des phénomènes chimiques, en expliquant que, bon, autour d'un atome, un électron peut être dans divers états possibles, mais qu'il ne peut jamais être ces états. Donc, on pourrait dire qu'on peut mettre, mais on ne peut jamais mettre, il y a des boîtes, mais on ne peut jamais mettre deux électrons dans la même boîte. Donc, il faut, pour avoir la structure d'un noyau atomique, la structure électronique, c'est-à-dire qui gouverne la chimie, il faut imaginer qu'il y a des boîtes que chacune contient un électron avec certaines qualités, mais qu'il n'y en a jamais deux dans la même boîte. C'est le principe d'exclusion de Pauli, et qu'il a inventé dans les années 30, et qui a été la clé pour comprendre les phénomènes chimiques. Donc voilà Pauli. Et alors Pauli, donc il avait beaucoup étudié le phénomène bêta, et il ne comprenait pas ce qui se passait, parce que quand on faisait le bilan des énergies en jeu, il y en avait une partie qui avait disparu. Où était-elle? Et alors il a écrit on verra dans le film d'ailleurs, il a écrit une lettre où il dit que c'est une hypothèse désespérée. En fin de compte, je ne veux pas sacrifier les grands principes sacrés de la physique. Bon, les principes sacrés, bien entendu, ça contient la conservation de l'énergie, qui est vraiment un des piliers de la physique telle que nous la concevons aujourd'hui, qu'il ne voulait pas y renoncer et qu'il préférait inventer un fantôme qu'il a appelé d'abord le neutron, puis ensuite Fermi l'a rebaptisé neutrino, parce que neutrino, le petit neutron en italien, bien entendu, et il y a une certaine confusion au début. Bon, donc Pauli a inventé le neutrino et a dit, bon, ben, cette particule, c'est celle qui emporte l'énergie qui manque, mais elle est si petite qu'on ne peut pas la voir, et elle n'a pas de charge électrique, donc on ne peut pas la détecter par les moyens habituels. Donc, c'était une invention, il dit, c'est une hypothèse désespérée. Pour ne pas sacrifier les grands principes de la physique, je vais inventer une particule fantomatique que Fermi rebaptisera le neutrino peu de temps. Voilà. Donc, il arrive comme ça en sortant des coulisses, le neutrino arrive en sortant des coulisses de manière tout à fait inattendue. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, l'étape d'après, c'est Enrico Fermi. Enrico Fermi, alors là, bon, je peux présenter. Je m'excuse pour ça. J'ai laissé sur mon ordinateur, mais mon ordinateur n'est pas là, il est... Bon, alors Enrico Fermi, il y a cette photo qui est celle-là. Alors Enrico Fermi, ce n'est pas la peine que j'explique à des Italiens qui est Enrico Fermi, évidemment. Bon, c'était le patron de la physique, d'ailleurs, vous voyez, il y a sa tombe qui est là. Enrico Fermi, c'était le patron de la physique à Rome, et c'est un personnage extrêmement important. Il avait aussi, bon, il y a les ragazzi, ces ragazzi qui sont là, c'est-à-dire, c'est l'équipe de tous ses collaborateurs, ses jeunes collaborateurs, et Pontecorvo apparaît dans cette photo, je ne sais plus à quel endroit il est. Bon. Alors, voilà. Donc, Fermi était le patron de la physique à Rome. Il était jeune, mais déjà extrêmement réputé. Il y a beaucoup de notions en physique qui portent son nom. Il y a une catégorie de particules qui s'appelle les fermions, parce que c'est les particules de Fermi. Fermi-ions, les ions de Fermi, fermions. Bon, et il a dû, comme beaucoup d'Italiens à cette époque, s'exiler à cause du fascisme. Et il est parti aux États-Unis pendant la guerre.
il est parti aux États-Unis et son grand travail, ça a été à Chicago. Il a construit le premier réacteur nucléaire à Chicago, dans le stade de Chicago, dans le sous-sol des douches du stade de Chicago. Il a construit le premier réacteur atomique qui a fonctionné vers 1942 et qui est à la base de tout ce qui s'est passé ensuite. Bon, donc voilà pour Fermi. Et il était entouré d'une équipe très dynamique. Bon, on a parlé de Majorana ici même, il y a quelques années. Majorana était un des disciples de Fermi. Et bon, il y a eu deux mystères dans les élèves de Fermi, la disparition de Majorana et celle de Pontecorvo. Alors bon, je vous montre tout de suite Pontecorvo, ben vous le verrez plus. Voilà. Une très belle photographie de Pontecorvo. Et cette image que je n'ai pas vraiment identifiée, mais elle doit être à Moscou, ça doit être à Moscou. Vu qu'il porte une chapka, ça doit être à Moscou, c'est pas à Rome qu'il porterait une chapka. Bon, alors, on vous parlera de la vie de Pontecorvo, c'est pas mon but aujourd'hui. Alors, bon, donc, oui, quelle est la contribution de Fermi dans l'histoire des neutrinos? Ben, Fermi, là, bon, il y a un schéma qui illustre ça. Fermi a eu cette idée que il a repris l'idée de Pauli, il a compris que le neutron dont parlait Pauli n'était pas le gros neutron qu'on a découvert quelques années après, mais le neutrino, le petit frère du neutron. Et il a imaginé un processus qui mettait en jeu 4 particules. Alors c'était bon, il y avait 4 particules, il y avait le neutron qui n'a pas de charge électrique, le proton qui a à peu près la même masse mais avec une charge électrique, le neutrino qui n'a ni charge ni masse, ou très peu, enfin la charge certainement tout à fait nulle et la masse très faible, on en discute encore aujourd'hui, et puis l'électron. Alors si on fait le bilan électrique, le proton c'est une charge, l'électron une charge négative, ça se compense, le neutrino et qu'est-ce qui me manque, et le neutron n'ont pas de charge électrique, donc c'est neutre. Alors il a imaginé qu'il y avait un phénomène qui mettait en jeu 4 particules simultanément. Bon, c'est un modèle qui a très bien fonctionné pendant une quinzaine d'années, mais qui s'est révélé difficile à manier après. Mais bon, il a fallu le réviser, et je le dirai tout à l'heure comment il a été révisé. Donc Fermi a inventé cette réaction, c'est ce qu'on appelle le modèle de Fermi, où il y a 4 particules. Alors, d'après les règles de la physique, je vais faire le dessin. Il me faudrait 4 couleurs, mais bon, tant pis. Bon, donc, alors, j'ai laissé exprès un petit trou au milieu, parce que quand Fermi a proposé ça, il n'y avait pas de trou au milieu. Les 4 particules étaient au même endroit. Et ça posait un certain nombre de difficultés, d'ailleurs, pour faire les calculs mathématiques. Et c'est ultérieurement qu'on a essayé de voir ce qu'il y avait au milieu. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y avait 4 particules. Et je vous rappelle que ça, c'est la forme très primitive de ce qu'on appelle un diagramme de Feynman. C'est-à-dire, c'est une figure symbolique qui imagine que plusieurs particules se propagent en ligne droite et qu'elles se rencontrent à un moment donné. Bon, alors, un diagramme de Feynman, le phénomène élémentaire, c'est une collision comme ça. Il y en a avec 3 particules. En général, c'est 3, exceptionnellement 4.
Et ensuite, on fait un dessin compliqué qui est censé représenter schématiquement ce qui se passe. C'est une représentation purement schématique qui ne correspond à rien, mais qui a l'énorme avantage, comme Feynman l'a dit, qu'elle se traduit mathématiquement de manière automatique. Quand on a un dessin comme ça, on peut donner une formule algébrique. Pour chaque collision comme ça, s'il y a 4 particules, il y a 4 facteurs dans l'algèbre qui interviennent. Qu'on écrit, on fait le produit de ces 4 facteurs. S'il y en a 3, on fait le produit de ces 3 facteurs. Ensuite, s'il y a plusieurs collisions, on mélange tout ça, on multiplie ou on ajoute ça. Il y a une algèbre tout à fait explicite et qui a l'énorme vertu d'être une symbolique très, très, très compréhensible. Donc ça, c'est la découverte de Feynman beaucoup plus tard, au début à la fin des années 50. Mais, comme je l'ai dit, ce qu'il y a, c'est que cette représentation visuelle, purement allégorique, si j'ose dire, elle correspond à une manière de générer des formules algébriques qui est absolument automatique. Et ensuite, cette formule algébrique, on peut l'utiliser pour faire des calculs extrêmement précis grâce à la méthode dite des intégrales de chemin de Feynman. J'ai travaillé pendant 20 ans là-dessus, c'est pour ça que j'en parle. Donc, l'intégrale de Feynman. Et ça donne, au bout du compte, ça permet d'avoir des formules compliquées, mais de plus en plus compliquées. Mais ces formules, on peut les traiter soit par des méthodes, par des ordinateurs pour faire des calculs numériques, soit par des méthodes algébriques, ce qui est plus agréable quand on sait le faire. Et donc, c'est très important du point de vue de la représentation de la physique, c'est le passage d'une allégorie à un calcul extrêmement précis. Et tous ces calculs sont faits avec une grande précision et sont entièrement confirmés par les observations. Bon, la première fois que ça a apparu, donc, c'est sous cette forme de Fermi. Bon. Bon, alors le problème, c'est que ce neutrino, qui n'avait pas de masse, ou en tout cas, je vous le dis, on en débat encore, elle est très très faible, certainement, qui n'avait pas de charge électrique, comment le détecter? Et Pontecorvo, c'est la première fois où Pontecorvo intervient. Pontecorvo intervient, mais en fait, il était déjà passé en Union soviétique, et c'est d'ailleurs, bon, c'est un peu le drame de Pontecorvo. C'est que Pontecorvo, qui était passé en Union soviétique, n'avait pas à sa disposition les groupes d'expérimentateurs qui étaient disponibles de notre côté. Et c'est non pas lui, c'est lui qui a suggéré un bon nombre d'idées d'expérience, mais ce n'est pas lui qui les a réalisées, en tout cas il n'y avait pas les moyens en Union soviétique de faire ces expériences, soit qu'il n'y avait pas les moyens techniques, soit qu'il n'ait pas eu le soutien politique qu'il aurait fallu pour se lancer là-dedans. Bon, et alors c'est du côté américain, au contraire, que les premières observations ont été faites. Alors, bon, Pontecorvo joue un rôle important. À toutes les étapes de cette histoire des neutrinos, Pontecorvo joue un rôle important. Ce n'est pas les seules choses qu'il ait faites, mais ça a été important. Et en particulier, donc en 1956, deux Américains réaliseront le schéma d'expérience suggérée par Pontecorvo et feront une observation. On prend en fait un réacteur nucléaire. Alors ce réacteur nucléaire, la théorie permet de suggérer qu'il crache des quantités et des quantités de neutrinos. Bon, alors si un seul neutrino, c'est difficile de l'avoir. Quand on en a une foule énorme, on a plus de chances d'en observer un quand même. S'il y a une foule de milliards de neutrinos, on espère quand même en attraper un. C'était ça l'idée. Et alors Pontecorvo, il y a du chlore et du chrome, je crois. Bon, il y a une transformation. Quand un neutrino arrive comme ça dans un certain milieu, il transforme un chlorure, c'était le point de départ, c'était un chlorure, et un chlorure, il le transforme, et ce qu'on observe, c'est pas le neutrino directement, mais c'est qu'un nouvel atome
un nouvel atome qui n'était pas là. En fait, on travaille avec une énorme cuve qui contient des milliers et des milliers de litres de chlorure. Bon, le chlorure, c'est avec quoi on fait le ménage, hein, c'est avec quoi on lave son lavabo. Bon, et donc c'est un produit qui est bon marché et abondant. Donc c'était pour ça que ça avait été suggéré par Pontecorvo et explicité par des collègues américains. Bon, alors il y a de temps en temps un neutrino qui va faire semer le désordre là-dedans, et un atome de chlorure de je sais plus quoi, un atome de chlorure est transformé en un autre, et c'est celui-là qu'on détecte. Et comme le disait l'expérimentateur américain, en fait, on va c'est quand même, on a des milliers et des milliers et des milliers de litres, et tout d'un coup, il faut en sortir 15 ou 20 atomes, 15 ou 20 atomes d'un nouveau corps, et ces atomes-là, on sait les détecter. Et c'est la seule évidence qu'on ait des neutrinos. Mais ça, c'est 1956. Et il y a eu d'abord des difficultés parce que, comme Pontecorvo l'avait signalé, et ça, c'est une idée qui est prise à Majorana, il y a les neutrinos et les antineutrinos. Bon, même s'ils sont, bon, ils apparaissent par paires. Ça, c'est la théorie de Dirac qui explique comment chaque particule doit être appariée à une autre qui a des positions symétriques par rapport à elle. Si une particule a une certaine charge, l'antiparticule a la charge opposée. Oui, mais comme le neutrino n'a pas de charge, qu'est-ce que ça veut dire antineutrino? Bon. Il faudrait faire des calculs, des représentations algébriques assez compliquées pour l'expliquer, c'est pas le lieu ici. Donc c'est antineutrino, et Pontecorvo avait deviné il s'est posé le problème, est-ce que le neutrino c'est la même chose que l'antineutrino? Question qui avait beaucoup préoccupé Majorana. Bon, et alors, donc, vous voyez que tout ça, c'est en fait, on ne sort pas du même milieu, c'est-à-dire l'équipe de Fermi, les ragazzi de la Strada, comment ça s'appelle? Via Vandisperghi, c'est ça, les ragazzi de la Via Vandisperghi. Bon, donc, et alors, donc, il y en avait les premiers essais, contrairement à ce qu'on avait cru, c'était, bon, il y a eu une petite difficulté de savoir si ce qui était émis dans la radioactivité bêta, c'était un neutrino ou un antineutrino. Maintenant, on sait que c'est un antineutrino. Bon. Alors, au début, on avait imaginé que c'était un neutrino, et on n'avait pas réussi. La réaction ne pouvait se produire qu'avec des antineutrinos et pas avec des neutrinos, ou le contraire. Bon, et donc on n'avait rien observé. Et il a fallu reprendre ça plusieurs fois, et c'est qu'en 1956 lui-même qu'on les a observés. Et puis, quelques années plus tard, je me souviens de l'excitation de mon voisin. J'habitais près de Saclay à l'époque. J'avais un voisin qui travaillait à Saclay, et je me souviens, un matin, il vient tout excité. Il me dit, il y a 2 neutrinos différents. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et tu le sais? Oui, on a reçu des confirmations, des travaux qui ont été faits là-bas aux États-Unis, et il n'y a pas de doute, il y a 2 neutrinos. Bon, et il y a 2 neutrinos, et ça, c'était une idée que Pontecorvo avait imaginée, et d'ailleurs, comme vous le verrez sur sa tombe, comme dans le film, sur sa tombe, il a écrit nu-e, différent de nu-mu, nu pour neutrino, et e et mu parce qu'il y a deux sortes de neutrinos, l'un qui est dit électronique, e, et l'autre qui est dit muonique, mu, simplement, c'est les hasards de l'alphabet grec qu'il faut bien utiliser, nu-muonique, et il y en avait 2. Donc ça, c'est Pontecorvo qui le premier avait dit qu'il devrait y en avoir 2, et ça a été confirmé un peu plus tard, vers 1962. Donc à chaque fois, je veux dire, c'est lui qui suggère les idées théoriques, et bon, il publie ça dans des revues soviétiques qui à l'époque circulaient peu en Occident, à cause du rideau de fer, et heureusement, en tout cas pour les mathématiques, la Société mathématique américaine a embauché une équipe de traducteurs, et ils y sont mis fébrilement. Ils prenaient toutes les bonnes revues mathématiques, aussi en physique soviétique, et ils les traduisaient en anglais. Ils ont aussi publié un dictionnaire scientifique russe-anglais qui est une merveille, qui est très bien, et qui me permet, ma connaissance du russe étant assez sommaire, de lire ou faire semblant de lire des articles russes en me servant de ce dictionnaire, dans des domaines que je connais bien entendu, alors que ma connaissance du russe est assez limitée. Bon, donc là, voilà, donc 1962, et cette...
c'est Pontecorvo ensuite qui a vu ça, qui a vu qu'il fallait en avoir deux. En fait, ça vient d'une découverte qui était faite plus tôt, à côté de l'électron. Bon, je reparlerai des rayons cosmiques tout à l'heure. À côté de l'électron, il y a ce qu'on appelait à l'époque l'électron lourd, qu'on appelle aujourd'hui muon. Muon, bon, simplement parce qu'il faut bien trouver des noms et qu'on prend les lettres de l'alphabet grec pour trouver de meilleurs noms. Donc, le muon, qui est à peu près 200 fois plus lourd que l'électron, mais qu'on a découvert dans les rayons cosmiques et ça reste encore aujourd'hui assez mystérieux parce qu'il a en gros toutes les mêmes propriétés que l'électron, sauf qu'il est plus lourd. En gros, c'est une copie un peu obèse de l'électron. Donc, le muon. Donc, et alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a étudié le comportement de ces muons, et ces muons sont instables, ils ont envie de perdre leur graisse, et ils se transforment assez rapidement en électrons. Et dans ce jeu de transformation du muon en électron, il y a deux neutrinos qui apparaissent. Il y a deux neutrinos. Le muon a son propre neutrino, l'électron a son propre neutrino, et tout ça doit jouer ensemble pour faire la transformation. Et tout ça, c'est ce qu'on a observé dans les rayons cosmiques. Après, quand on a eu des accélérateurs assez puissants, on a pu l'observer de manière très abondante dans beaucoup d'expériences, en particulier au CERN. Et au Fermilab, vous savez qu'un des grands instruments aux États-Unis, c'est le Fermilab, construit près de Chicago, bon, qui mérite son nom, bien entendu, parce que c'est Fermi ou sous son influence que ça a été construit. Alors, bon. Oui, donc, mais c'est la première apparition bon, de NUE et NUMU. En même temps, Pontecorvo s'est demandé, après l'échec des premières expériences de détection de neutrinos, pourquoi ça n'était pas possible. Et c'est la clé qu'il disait, c'est que le neutrino et l'antineutrino étaient ou n'étaient pas la même chose. D'ailleurs, la question n'est pas encore complètement tranchée aujourd'hui. Après 50 ans de plus, il y a encore des doutes sur le fait que le neutrino, bon, c'est lié à ce qu'on appelle le fermion de Majorana, le spinner de Majorana. Et bon, Majorana avait proposé une théorie où le neutrino et l'antineutrino étaient la même chose. Je vous dis, après, il y a presque 80 ans qu'on travaille sur ce domaine et il reste encore quelques interrogations importantes. Bon, alors ensuite, ce que Pontecorvo a suggéré, il a dit oui, d'accord, un réacteur nucléaire, ça en produit beaucoup des neutrinos, mais il y a une source bien plus importante, c'est le Soleil. Alors je vous présente ici un schéma du Soleil. Le schéma du Soleil, c'est la production au cœur du Soleil, tout au cœur du Soleil, c'est un schéma bien entendu, au cœur du Soleil, il y a des réactions nucléaires qui produisent des flots énormes de neutrinos. Bon, mais ces neutrinos, la difficulté, c'est que ces neutrinos sont dans un milieu très très dense. Au cœur du Soleil, c'est quelque chose de très très dense. Bon, une densité inimaginable par rapport à ce que nous avons, enfin je veux dire... Bon, rappelons-nous que dans les étoiles, il y a certaines étoiles qui ont la taille, je veux dire qui ont la même masse que le Soleil et dont le rayon est de quelques kilomètres au lieu de millions de kilomètres du Soleil. Ça veut dire que c'est d'une densité. Le cœur du Soleil est d'une très forte densité. Et alors le neutrino qui est créé là a du mal à en sortir. Non, pardon. Le neutrino peut passer à travers ça, mais assez rapidement, quelques secondes. Par contre, les rayons de lumière qui sont émis en même temps ont plein d'obstacles et ils mettent un temps bien plus important pour, parfois c'est des questions de millions d'années pour qu'un photon, c'est-à-dire une particule de lumière, émise au centre du Soleil, mais pour sortir du Soleil. Ce qui explique que le photon et le neutrino se comportent de manière très différente. Alors c'est ce qu'est la proposition de Pontecorvo, donc d'observer ça. Et alors, la possibilité, c'est qu'il y a ces fameux rayons cosmiques, bon, un schéma rapide de rayons cosmiques. Très facile de le voir. Excusez-moi, vraiment, j'avais compté sur votre projecteur là. Bon, alors, rayons cosmiques, c'est une découverte des années 30.
et qui a été beaucoup étudié. Dans la haute atmosphère, à 30 ou 40 km d'altitude, arrivent des protons, c'est-à-dire des noyaux d'hydrogène, animés d'une énergie absolument gigantesque. L'énergie, c'est 1 million de fois ce que les plus gros accélérateurs aujourd'hui au monde, le CERN, du CERN par exemple à Genève, sont capables de produire. Donc on n'est pas près de rattraper, il faudra encore multiplier par 1 million les énergies disponibles, et quand on sait les tours de force techniques qu'il faut pour arriver aux énergies qui sont celles du grand accélérateur de CERN à Genève, on en est encore loin, on n'y arrivera peut-être jamais. Donc, mais là, la nature nous envoie des protons dont on ne connaît pas très bien l'origine, qui, après s'être promenés pendant très longtemps dans l'univers, arrivent dans l'atmosphère, et boum, ils sont tellement énergétiques qu'ils créent une gerbe ou une pluie, enfin une pluie, bon, il y a comme ça toute une cascade, enfin bon, il y a des particules, il interagit avec la haute atmosphère, il crée des nouvelles particules qui, à son tour, sont extrêmement énergétiques, qui vont descendre. Et ce qu'on récupère à la surface de la Terre, c'est une immense... parfois, un seul proton peut créer des millions de particules qu'on peut observer. Et il y a aujourd'hui encore des très grands observatoires pour ça. Le plus important se situe en Argentine. Ça s'appelle le laboratoire Auger. Auger du nom d'un des scientifiques français qui ont travaillé dans ce domaine. Et qui observe ça. Et ça peut nous donner, l'idée c'est que ça peut nous donner des renseignements sur les phénomènes astronomiques, enfin les phénomènes d'astrophysique. Bon, donc il y avait ça, on suggère donc d'observer ces neutrinos venant du Soleil, et il y en a effectivement des quantités, mais il y a eu un problème pendant très longtemps. Il y avait un théoricien qui s'appelait Bakal, qui avait calculé théoriquement comment la production de neutrinos se faisait au centre du Soleil et combien il fallait en observer, et on n'en trouvait jamais la bonne quantité. Jamais la bonne quantité. Et en fait, Pontecorvo, dès cette époque-là, était arrivé à la conclusion que peut-être il n'y avait pas qu'un seul neutrino, mais 2 neutrinos, et qu'ils étaient capables de changer d'identité. C'est ce qu'on appelle le phénomène des oscillations neutrinos. Bon, donc le neutrino, en cours de route, peut changer de nature. Alors quand il est à l'intérieur du Soleil, il met que 2 secondes pour s'échapper du Soleil, il n'a pas le temps. Mais quand il vient du Soleil jusqu'à la Terre, il y a 8 minutes, il travaille à peu près, il voyage à peu près à la vitesse de la lumière, donc c'est 8 minutes pour venir du Soleil à la Terre, et pendant ce temps-là, il a le temps d'hésiter. Est-ce que je suis un électronique ou un muonique? Et il y a ce qu'on appelle les oscillations. Et c'est Pontecorvo qui le premier a suggéré non seulement qu'il y avait 2 neutrinos, ce qui a été observé ensuite, mais qu'ils pouvaient changer d'identité. Dans un voyage à long terme, ils peuvent changer d'identité. C'est ce qu'on appelle les oscillations. Alors, bon, ça a été... pendant longtemps, il manquait environ les 2 tiers des neutrinos qui venaient du Soleil. Le modèle de Bakal en donnait 3 fois plus que ce qu'on observait. Et ça a été un grand mystère pendant extrêmement longtemps. Et c'est ensuite, la suggestion de Pontecorvo a été prise au sérieux, et on s'est dit que si effectivement il avait 8 minutes pour venir du Soleil, il avait le temps de se promener, de se dire « Ah, je suis un électron, ah, je suis un muon, ah, je suis un muon, ah, je suis un électron », de faire cette danse comme ça entre les deux, et que ça pouvait expliquer le déficit. Alors ça a été assez long à observer. Ça n'a été vraiment tranché qu'il y a une quinzaine d'années, et confirmé par des expériences qui se sont passées en Italie, Grande Sasso, donc c'est au nord de Rome, je crois, Grande Sasso. Bon. Il y a une caverne énorme, une ancienne mine, dans laquelle on a installé des détecteurs de particules, et les neutrinos qui viennent de Genève, du CERN, sont observés là. Donc ils ont eu le temps de se promener à travers la couche terrestre. Il y a quand même,
Ça se mesure en moins de secondes, mais enfin quand même, il y a un trajet suffisant pour qu'on puisse observer ces fluctuations. Il y a eu aussi un petit drame parce qu'à un moment donné, les observations avaient cru montrer que ces neutrinos voyageaient plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui était choquant évidemment. Bon ensuite il a fallu rectifier. On s'est aperçu simplement qu'il y avait quelque part dans l'équipement d'un laboratoire une lampe qui fonctionnait mal ou une prise de courant qui fonctionnait mal et qui avait faussé les données. Donc l'Italie réapparaît évidemment ici. Et donc ces neutrinos, c'est ce qu'on appelle le phénomène des oscillations des neutrinos. Et ça reste... maintenant qu'on a pu l'observer au Gran Sasso, qu'on a pu faire les mesures exactes, on peut confirmer que ce qui vient du Soleil est bien conforme au modèle théorique que Bacall avait fait. Bacall, pendant 40 ans, s'est battu en disant « mais mes calculs sont bons, Et on lui disait « oui, mais les observations ne confirment pas ce que tu as calculé. » Et c'est quand même lui qui avait raison. Et alors, et tout ça en utilisant des idées de Pontecorvo. Alors, c'est ce qu'on appelle... Ces neutrinos qui viennent des rayonnements cosmiques, on les appelle neutrinos atmosphériques pour des raisons. Et en fait, ça a été, aujourd'hui, c'est un chapitre important de la nouvelle astronomie. C'est que de la même manière que les astronomes sont toujours à la recherche de nouvelles fenêtres, c'est-à-dire de nouveaux moyens d'observation de phénomènes très lointains ou très anciens. Alors, on a fait beaucoup de bruit depuis 2 ans autour des ondes de gravitation, qui ont été découvertes, observées en partie. Malheureusement, l'instrument de Pisa n'était pas en état de fonctionner. Le Virgo de Pisa ne fonctionnait pas. Il sera mis en état d'ici je ne sais pas, je ne connais pas les délais. C'est des instruments d'une telle complexité technique qu'il faut des mois pour les régler. Mais quand Pisa va nous fournir sa moisson d'ondes gravitationnelles dans quelques mois ou au pire dans quelques années. Donc les ondes gravitationnelles, c'est un nouveau rayonnement qui vient du ciel et qui en fait se réfère à des états très anciens de l'univers. Et c'est pour ça que c'est intéressant. En plus... la partie théorique, la partie expérimentale est très compliquée. La partie théorique l'est aussi, et la partie théorique a été faite essentiellement par mon ami Thibaut Damour, avec une collaboratrice Buononi, une collaboratrice italienne. Donc l'Italie est de nouveau là. Ces neutrinos atmosphériques, il y a eu une observation assez importante. D'abord on a construit, je ne sais plus où est-ce que... Les Japonais ont construit ce qu'on appelle Kamiokande, vu l'endroit où ça se trouve, ou Super Kamiokande. C'est un instrument qui, faut se dire que c'est un cube de 50 mètres de côté, entièrement rempli d'une eau extrêmement pure. Imaginez, faites le calcul de ce que c'est que de la quantité d'eau. Il y a 500 000 tonnes d'eau qui sont dans un énorme instrument. Alors c'est un énorme instrument. Et quand les neutrinos arrivent en nombre suffisant, ils sont capables de modifier, de réagir chimiquement, de réagir avec l'eau qui est là-dedans. Et ensuite, ils créent des nouvelles particules qui, elles, sont détectées. Le neutrino n'est pas détecté directement, mais il est détecté par l'intermédiaire de ce qu'il crée, des enfants qu'il crée, et qui sont observés. Alors, Super Kamiokande, il y a deux variantes, Kamiokande et Super Kamiokande, et c'est un engin absolument prodigieux qui est enterré au fond d'une mine. Et alors, Super Kamiokande a fait une observation absolument inattendue. Figurez-vous qu'on a eu un déluge de neutrinos, 7 neutrinos en quelques minutes. Mais vu qu'en général, on observe un neutrino par mois ou quelque chose comme ça, c'est des taux extrêmement faibles, un déluge de 7 neutrinos qui sont arrivés en gros à quelques minutes d'écart. Qu'est-ce que c'était que ce déluge de neutrinos? On n'en avait jamais observé autant en même temps. Eh bien, c'est une supernova qui s'appelle dans le catalogue des astronomes 1987A, ce qui veut dire la première supernova observée en 1987. Et cette supernova, on a eu la chance de l'observer optiquement. Quand les neutrinos sont arrivés un petit peu plus tôt,
Et donc, on a pu mettre les observatoires astronomiques en branle et on a pu observer, puis la direction des neutrinos était conforme à ça, on a pu observer en direct un phénomène, l'explosion d'une supernova. Il faut dire qu'une supernova, je veux dire, non, j'ai pas. Une supernova, quand elle explose, elle est à l'intérieur d'une galaxie, elle éclaire plus fortement que la galaxie tout entière. Donc c'est pour vous dire que c'est l'ampleur de ce phénomène. Donc, mais on savait théoriquement que ce phénomène s'accompagnait d'émissions de neutrinos, mais maintenant on en a la confirmation. Donc vous voyez qu'on est... Bon, je crois que Pontecorvo est mort en quelle année? Je ne sais plus. Donc il l'a vu ça. Pontecorvo a assisté à ça. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il avait le droit de revenir en Italie, ou tout au moins de faire des voyages en Italie. Bon, et donc, voilà donc, toute cette histoire compliquée des neutrinos, et où j'ai expliqué un peu les contributions diverses de Pontecorvo, toutes très importantes. Et alors, simplement, je vais terminer maintenant en parlant d'autre chose, ce qu'on appelle le modèle standard des particules. Alors, je vous présente un tableau qui est classique, puis je veux vous le commenter. Bon, aujourd'hui, le modèle standard, c'est une construction théorique qui s'est élaborée sur une cinquantaine d'années. Il y a 13 particules élémentaires dans le modèle standard. Bon. Alors, vous voyez, on est passé du modèle du tableau de Mendeleïev où il y avait 92 atomes différents. Bon, certains n'ayant pas été observés au temps de Mendeleïev, mais il avait laissé les cases pour les remplir. Aujourd'hui, on est à Doubna, le grand centre russe de Doubna, continue la chasse à ce qu'on appelle les transuraniens, c'est-à-dire des matériaux artificiels construit au-delà de l'uranium, qui est le dernier corps naturel, par des procédés de bombardement, et on en est au numéro 118. On en est au numéro 118. Ils ont annoncé il y a peu de temps, triomphalement, la création de l'élément 118. Bon, on en a un échantillon qui comporte quelques atomes, mais enfin, on sait quand même les détecter. Et alors, ces 118, il faut en donner... Pourquoi 118 et pourquoi c'était important? Eh bien, dans le tableau de Mendeleïev, il y a des couches successives. Il y a une couche de 2, c'est l'hydrogène et l'hélium. Ensuite, il y a 2 couches de 8, 2 couches de 18, 2 couches de 36. Bon. Et si vous faites le compte, ça fait 118. Alors, qu'est-ce que c'est que 8? C'est 2 fois le carré de 2. Qu'est-ce que c'est que 2? C'est 2 fois le carré de 1. Qu'est-ce que c'est que 8 et 8, oui. Qu'est-ce que c'est que... Attendez, j'ai dit ensuite 8 et 18. 18, c'est 2 fois le carré de 3. Et 32, c'est 2 fois le carré de 4. Donc, on prend 2 fois les carrés successifs et on répète. Donc, les couches, le tableau de Mendeleïev est organisé en couches et qui sont bien expliquées par la théorie de Pauli, du principe d'exclusion de Pauli, parce que ça veut dire c'est des configurations. Les électrons peuvent se mettre former une espèce de polyèdre régulier, conformément à l'idée que Kepler voulait associer les polyèdres réguliers aux planètes autour du Soleil. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose d'analogue dans le modèle de Pauli, des électrons de Pauli, et il y a des couches successives qui forment une régularité géométrique, et le carré est expliqué géométriquement. Bon, il faudrait écrire quelques équations pour savoir pourquoi il y a un carré, mais c'est bien compris, c'est essentiellement Pauli qui l'a trouvé. Donc, c'est Oui. Alors, on a commencé avec les atomes, bon, 92, maintenant il y en a 118. 118, ça remplit la dernière couche de 32 qui n'était pas totalement remplie, au-delà au transuranien, au-delà de l'uranium, et Doubna en a fait une de ses spécialités.
Bon, alors ce qu'il y a, c'est que le premier modèle, donc c'était 92 ou 118 atomes, si vous voulez. Et puis ensuite, on a réduit ça à des particules élémentaires. Alors bon, j'ai dit le modèle du noyau atomique, c'est neutrons plus protons, plus des électrons qui se promènent autour. Bon, ça fait trois particules. Mais au fur et à mesure qu'on a créé, d'abord les rayons cosmiques ont permis de découvrir le muon. Puis ensuite, après le mu, il y a eu le tau. Parce que non seulement il y a il y a un grand frère, plutôt un frère obèse de l'électron qui s'appelle le muon, mais il y en a un alors super obèse qui s'appelle le tauron et dont la masse était absolument énorme. Bon, et alors chacun de ces muons, au fur et à mesure qu'on les muons, enfin les électrons, les petits frères, les grands frères obèses de l'électron, ils ont découvert, chacun a son propre neutrino. Si bien que Pontecorvo avait prédit 2 neutrinos, maintenant il y en a 3. Et dans le modèle standard aujourd'hui, dont je vous ai montré l'image là, alors c'est organisé de manière suivante. Il y a 12 particules, pardon, 17, excusez-moi, je me suis trompé. 17 particules, j'avais oublié une colonne, Et alors il y a 3 générations, comme on dit, 3 générations qui sont composées de l'électron et du neutrino qui est son petit frère. Et puis, il y a 2 quarks, parce qu'au fur et à mesure qu'on a observé des particules nouvelles, après, il y a eu le photon, il y a l'électron, le proton, le neutron, mais il y en a eu beaucoup d'autres, qu'on appelle les hyperons, bon, et il y en a eu beaucoup, et il a fallu un moment avant de découvrir que le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires, contrairement à ce qu'on avait cru, mais ils sont eux-mêmes composites. Et il faudra faire intervenir 2 espèces de quarks. Quark, c'est la plaisanterie de Grashof ou de Feynman sur Gain, le roman de Joyce, où il est question des quarks. En allemand, quark veut dire fromage blanc. Bon, c'est une plaisanterie, mais ils sont appelés les quarks, et le proton et le neutron, loin d'être des particules élémentaires, sont composés chacun de 3 quarks. Mais il y a le U et le D, en anglais up and down, en haut et en bas, parce qu'ils diffèrent par leur charge électrique. Et en prenant 2 U et 1 D, on a le proton, et en prenant un U et 2 D, on a le neutron. Alors, étant donné que la charge totale du proton, c'est plus 1, et la charge totale de neutrons, c'est 0, je vous laisse le soin, le petit exercice arithmétique, de déterminer la charge du U et la charge du D. La réponse à l'exercice, c'est 2 tiers pour U et moins 1 tiers pour D. Bon. Alors, ça a été les quarks, c'était une des grandes découvertes, inventées par Gell-Mann et Neumann, vers 1960-70. Gell-Mann a eu le prix Nobel pour ça, Neumann ne l'a pas eu, pour une raison non scientifique, c'est que la carrière de Neumann est une carrière compliquée. Neumann a une triple carrière, scientifique, politique et militaire. C'est un des faucons d'Israël. C'est lui qui a dirigé le programme de construction de l'armement atomique israélien. Neumann, une fois Neumann a été interrogé directement là-dessus. Bon, il s'en est sorti par une pirouette qui n'a trompé personne, mais enfin bon. Mais les estimations actuelles par exemple comment ça s'appelle, Pugwash, les estimations actuelles de Pugwash, c'est que l'équipement militaire, le stock d'armement nucléaire israélien est en quantité équivalent à la France, la Chine et l'Angleterre. Parlons pas de la Russie et des États-Unis qui sont très au-delà, parlons pas des fous de Corée du Nord, enfin bon. Mais bon, or Israël est considéré comme la 4e puissance atomique, la 4e puissance par l'armement nucléaire. Bon. Alors Neumann a dirigé ce programme-là, il a dirigé aussi le Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens pendant la guerre des 6 jours. Bon, donc c'est un bonhomme que j'ai connu assez bien. Pourvu qu'on ne parle pas de politique, notre convention, c'est qu'on partageait des étudiants, quand j'étais à Austin, on partageait des étudiants, on collaborait, on avait un séminaire commun, mais jamais on ne parlait de politique entre nous, parce qu'on se serait arraché les cheveux mutuels, enfin, ce qui reste de cheveux à l'un et à l'autre aujourd'hui. Bon,
Alors bon, Neyman aurait dû avoir le prix Nobel, c'est clair. Enfin bon, donc ils ont inventé les quarks. Les quarks, alors il y en avait au début, il y avait l'électron et son petit cousin, le neutrino, et il y avait deux quarks, c'était parfait, deux quarks, deux neutrinos. Bon, malheureusement, bon, comme j'ai dit, l'électron a eu des grands frères, et cette première génération, U, D, E, nu, a eu deux autres générations d'obèses, qui est aujourd'hui, il y a 3 générations, 3 fois 4, 12, c'est pour ça que j'avais dit 12. Ensuite, il y a ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, c'est des particules de spin 1,5, qui sont des particules matérielles. Et puis, il y a 4 particules qui sont celles qui portent les forces qui lissent, ça. Et c'est le moment de compléter. Bon, alors c'est le moment d'expliquer un des mystères de ce dessin de Fermi. Comme j'ai dit, Fermi, il y avait 4 particules, et lui, il imaginait qu'elles étaient au même endroit. Qu'elles étaient au même endroit. Donc, mais on ne savait pas très bien ce qui se passait. Et en fait, on a découvert c'est le modèle des quarks et d'autres modèles analogues qui ont permis de ça. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien comme ça, et il y a une nouvelle particule qui a une vie très courte, donc on a du mal à observer directement. Et en fait, le schéma, ce n'est pas 4 particules qui sortent du même endroit, c'est une particule qui est là, qui qui en cours de route émet, alors celui-là il s'appelle W. W parce que c'est l'initiale de weak en anglais, force faible. Bon, il émet un W et il change de nature. Par exemple, un électron peut devenir un neutrino. Et il change de nature en émettant un W. Puis ce W va à son tour se matérialiser, il a une très faible portée, une vie très courte, il va se matérialiser, disons, on disait autrefois proton et neutron, non, en fait c'est 2 quarks, U et D. Donc voilà le schéma de Fermi, rectifié 40 ans plus tard, et c'est aujourd'hui ce qui est admis. Donc c'est pour ça que je vous le signale, parce que c'est l'idée qui était empruntée à l'électrodynamique. L'idée de l'électrodynamique, elle se symbolise comme ça. Vous avez un électron qui est là, un autre électron qui est là, et puis à un moment donné, un des électrons se promène comme ça, un des électrons se met à émettre un photon, qu'on représente comme ça, en zigzag, et alors ce photon est émis par le premier électron, puis il va cogner le second électron. Alors à chaque fois, bien sûr, le choc fait une petite déviation, et c'est comme ça qu'on explique l'interaction d'un électron sur un électron. Il n'y a pas d'interaction directe. Le fameux problème des forces à distance est résolu pour l'électricité par ce schéma-là, qui est le schéma parfaitement admis aujourd'hui, où un électron, à un moment donné, va émettre un photon. Il est un petit peu dévié parce que c'est les lois élémentaires de la mécanique qui obligent à ça. Et puis ce photon va aller cogner un autre électron et il va le dévier à son tour. Et on a l'impression, de loin, le photon étant presque invisible. Bon, le photon, bon, il est essentiellement invisible, ça se passe sur des distances très courtes, dans des temps très courts, et ce qu'on voit simplement, c'est un électron qui se fait comme ça, et l'autre qui fait comme ça. Ils disent, ah, ils ont interagi. Non, enfin, ils ont interagi par l'intermédiaire. Et ça, c'est le schéma admis pour les forces au niveau atomique, maintenant, et toutes les forces ont été représentées de cette manière-là, et en particulier, le W, pour weak, faible, est celui qui sert à intervenir comme ça. Donc, c'est rétabli, 4 particules au même endroit, c'était choquant, mais non, il n'y a pas besoin de ça, on peut, en se fiant à ce qui se fait pour l'électromagnétisme, on peut faire ça. Donc, dans le schéma des particules aujourd'hui, il y a les particules matérielles qui constituent les 3 générations.
3 générations de particules matérielles, chaque génération ayant 4 particules. Et puis ensuite, il y a les forces qui sont, les diverses forces qui correspondent chacune à quelque chose de ce genre. Bon, l'électromagnétisme ou la lumière, c'est le photon pour la particule lumineuse, etc. Bon, alors en plus, il y a un petit diable qui s'est glissé là-dedans, qui s'appelle le Higgs, du nom d'un collègue belge, britannique, pardon, qui, en compagnie de 2 Belges, en a émis l'hypothèse il y a déjà un certain nombre d'années, une quarantaine d'années, et l'observation a été faite au CERN il y a 4 ans. C'est bon, il y a eu des très grands succès d'observation en physique récemment. Il y a eu le Higgs au CERN et il y a eu les ondes gravitationnelles. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un prix très cher pour faire ça. Parce que les instruments qui permettent de faire ces observations sont des instruments gigantesques. À Genève, un instrument est situé dans un tunnel de 27 km de long. Vous imaginez ce que c'est qu'un tunnel de 27 km de long à 100 mètres de profondeur. Et d'ailleurs, bon, pour ceux qui veulent dire la formation par la recherche, je peux citer un exemple dans ma famille. J'avais un jeune cousin qui avait fait une école de géomètre, c'est-à-dire un géomètre pour faire les routes et tout ça. Et c'était au moment où on construisait le tunnel. Je lui ai dit, écoute, je peux te faire embaucher pour la construction du tunnel. Tu feras, au lieu de faire un stage à la sortie de ton école, je vais m'arranger pour que tu puisses faire ça. Et tu verras, tu vas apprendre la technologie du 21e siècle et pas celle du 19e qu'on t'a appris dans ton école. Bon. Et bon, effectivement, il a fait une très brillante carrière de géomètre appliqué. Enfin, je veux dire, il fait des plans des routes et des choses comme ça. Mais il connaissait déjà l'instrumentation nouvelle qui était beaucoup plus moderne que celle qu'on lui avait apprise dans son école. Donc, la formation par la recherche, c'est pas de la blague. J'insiste là-dessus. Alors, bon, voilà. Donc, voilà à peu près le modèle des... Alors, le boson de Higgs, bon, le boson de Higgs, ce serait assez compliqué à expliquer pourquoi on en a besoin. Bon, parce que dans le modèle tel qu'il avait été fait par Gell-Mann, Neyman, etc., et Glashow, et Weinberg, et Salam, enfin tous ces grands noms, il n'y avait pas de place pour que les particules aient des masses. Il n'y avait pas de masse. Bon, ça ne collait pas. Et bon, alors il a fallu réinventer un mécanisme qu'on appelle brisure de symétrie, qui nécessite le X. Mais le X, le gros ennui, c'est que la théorie ne permettait pas de prévoir quelle était sa masse. Il a une masse lui-même, et il permet aux autres d'en avoir, mais on ne pouvait pas le voilà. Et la théorie ne donnait aucune indication. Et donc, quand on a fait l'observation, il n'y a pas très longtemps, du boson de Higgs, on ne savait pas exactement où chercher. Alors Alain Kohn, avec un de ses collaborateurs, avait estimé que la masse, ce serait 160 d'une certaine unité, le GeV, une certaine unité. L'observation, c'était 126. Alors bon, ensuite, Alain Kohn et son collaborateur ont refait leurs calculs. Ah, on avait oublié de prendre ça en compte. Et si on le prend en compte, on trouve 126. Évidemment, s'ils avaient dit ça avant l'observation, ça aurait eu plus de valeur que le dire après. Bon, enfin, ça, c'est les petits déboires que quand on fait de la physique ou enfin des mathématiques appliquées à la physique. Bon, alors voilà, donc j'ai dit, et les neutrinos, maintenant il y en a 3. Il y en a 3. Et alors les dernières observations, celle du Grand Sasso, montrent que ça ne marche que s'il faut réviser. Alors le modèle standard, qui est celui qui est admis depuis une cinquantaine d'années, et qui explique énormément de choses, quasiment tout, il a un défaut, c'est qu'il ne donne pas de masse, il ne marche que si les neutrinos n'ont pas de masse. Or, mais les masses, s'il y a une oscillation, bon, le mécanisme mathématique fait que s'il y a des oscillations, c'est-à-dire s'il peut y avoir échange d'identité entre deux neutrinos d'espèces différentes, eh bien il doit forcément y avoir une masse. Et ça, c'est aussi la conséquence de ce que Majorana avait fait. Donc Majorana réapparaît à cet endroit-là. Bon, alors ce modèle-là, pour l'instant, il a expliqué tout, sauf que la masse du neutrino, qu'on n'a pas encore pu mesurer avec grande précision, est seulement estimée assez grossièrement. Assez pour se convaincre qu'il y en avait une, mais pas assez pour la calculer, la mesurer vraiment. Eh bien, donc il faut remettre des masses aux neutrinos, et ça oblige à remanier le modèle standard. Bon, alors le modèle standard, alors les théoriciens s'y sont mis à toute vitesse, évidemment, Alain Kohn a sa propre version de ça, et il faut s'y remettre à toute vitesse pour
réincorporer des masses aux neutrinos. Et voilà où on en est. Voilà où on en est. Donc, voilà la fin, pour le moment, de l'histoire des neutrinos. Elle est loin d'être terminée, comme vous le voyez. Bon, Pontecorvo n'aura pas vu la dernière phase, puisque, comme vous venez de me le rappeler, il est mort en 1993. Mais voilà, donc, en parallèle, l'histoire des neutrinos est celle de Pontecorvo. Et j'insiste sur le fait que sa contribution est immense dans ce domaine. Straordinario, merci, molte grazie. Questa ha ricondotto Pontecorvo dentro uno schema, una scuola d'Atene dei fisici. Mi sembra che abbia ricostruito il Pierre Chartier, e credo che come dire, l'immagine del Pontecorvo scienziato comincia ad emergere con maggiore forza anche da questa sorta di ricostruzione da Thomson in poi di quelle che sono le grandi conquiste della fisica nucleare del Novecento. Ora io chiedo al professor Castaldi di venire qua, poi dopo faremo una discussione su entrambe le relazioni. Tu hai bisogno di un computer. Ho bisogno di proiettare, uso quello o uso questo, non so. Per quello ci vuole un adattatore. Va bene, intanto mentre risolvete il problema di Castaldi, io vi do delle comunicazioni. Allora, dopo la relazione di Castaldi discuteremo entrambi i contributi della prima parte della mattinata. Una pausa caffè, poi dopo la relazione di Simone Turchetti noi avremo un'altra discussione se necessario, comunque ne avremo una anche oggi pomeriggio, avremo un intero pomeriggio per ricapitolare tutto quello che ci siamo detti dopo che avremo sentito Giuseppe Mussardo e visto anche la proiezione, il film che ci verrà riproposto, e credo che dovremo considerare che poi alla fine della mattinata andremo a pranzo a Palazzo Franchetti. Non disperdetevi perché saremo accompagnati là in gruppo, quindi rimanete uniti dopo la fine della sessione della mattinata perché andremo a Palazzo Franchetti accompagnati dalla signorina. Abbiamo risolto il problema del computer? Prego. Siamo? Sì, ci siamo, prego. Bene. Allora, io parlerò dei primi anni di Bruno Pontecorvo a Dubna. Come abbiamo visto ieri, nell'estate del 1950, Bruno Pontecorvo decide di cambiare vita in maniera piuttosto drastica. E infatti abbiamo visto che parte dall'Italia e fa perdere le sue tracce di fatto. E di lui, della moglie e dei suoi 3 figli non si sa più nulla fino al 4 marzo del 1955, quando nella sede dell'Accademia delle Scienze di Mosca tiene una conferenza stampa annunciando ai giornalisti esteri i motivi che l'avevano portato a prendere questa drastica decisione. Il giorno dopo ovviamente la stampa internazionale, e in particolare quella italiana, qui vedete
la riproduzione della stampa, scrive a grandi lettere che questo grande scienziato è scappato in Russia e quindi molto probabilmente ha trafugato in Russia i segreti della bomba atomica americana e magari sta collaborando adesso alla realizzazione della bomba all'idrogeno. In realtà la bomba atomica, quando lui va là, ce l'avevano già, va bene? Però, insomma, i giornalisti fanno così e purtroppo anche i non giornalisti per molto tempo e forse anche tutt'oggi continuano a pensare che questo sia stato la cosa. Credo che con questi due quaderni che vi farò vedere possiamo dimostrare che, come lui ha sempre detto, non ha mai lavorato né contribuito alla realizzazione della bomba atomica russa, neanche quella all'idrogeno, ma che ha fatto solo e soltanto ricerca di base in fisica delle particelle elementari. Allora, in occasione del centenario della nascita di Pontecorvo, organizzammo a Pisa una mostra su Bruno Pontecorvo. E per questa mostra il figlio Gilles ci dette un quaderno che pieno di formule, pieno di scarabocchi, insomma ora poi lo vedrete, e io così mi misi un pochino a leggerlo e lo trovai una cosa entusiasmante e poi ora vi farò vedere che cosa conteneva. In realtà poi il figlio ci ha dato un secondo quaderno che è molto importante, come vedrete, per cui mi sono messo a leggere anche quello, nella misura in cui si può leggere questi libri, e capirete perché, questi quaderni, da qui emerge il fatto chiaro che lui per il primo anno e mezzo che è stato in Russia, da quando arriva in Russia, parte un breve periodo che si sa l'abbia passato a mostra, un paio di mesi, da novembre in poi per un anno e mezzo lui è stato a Dubna a fare ricerca in fisica delle particelle elementari. Allora, procediamo però con ordine, per capire un pochino, entrare nel vivo della discussione. Cerchiamo di capire chi è Bruno Pontecorvo, sia come scienziato ma anche come uomo, quando nel settembre del 50, all'età di 37 anni, decide di abbandonare tutto per andare a vivere in Russia. Insomma, una decisione piuttosto drastica, perché coinvolgeva non solo lui, ma anche la moglie e i figli. Quindi, insomma, i motivi ne abbiamo già discusso un pochino ieri e continueremo oggi sicuramente durante la tavola rotonda. Facciamo il punto di chi è Bruno Pontecorvo quando arriva lì, va bene? Allora, è sicuramente una persona che crede fermamente nel comunismo. Io qui vi faccio vedere, credo che sia molto significativa, questo cartoon. Questo cartoon ne vedrete un certo numero nella mia presentazione. In particolare questo cartoon l'ha fatto Misha Bilenki. Misha Bilenki è il figlio di Bilenki, che è uno dei maggiori collaboratori di Bruno Pontecorvo in Russia. Cioè negli ultimi, molti degli articoli sui neutrini li ha scritti insieme a Bilenki. E il figlio che, siccome erano amici di famiglia, era uso frequentare la casa di Pontecorvo. E dai racconti di Pontecorvo, purtroppo magari se volete, siete curiosi, ve li faccio vedere tutti quelli che ho, ma nella presentazione ne vedete solo alcuni, in particolare questo. E qui si vede il giovane Bruno che a Pisa osserva i primi movimenti, i primi scioperi, diciamo, le prime proteste della classe operaia, e in particolare appunto incomincia a formarsi in lui l'idea che una società socialista è la cosa giusta da realizzare. E in particolare lui scrive che le sue opinioni di sinistra in origine erano dovute soprattutto al mio odio per il fascismo e io penso ora al senso di giustizia inculcatomi da mio padre. Opinioni dominate
ammetterà da una categoria non logica che io chiamo adesso religione, una specie di credo fanatico. Poi capisce che se non è propriamente realizzato anche una struttura socialista non funziona. Allora, diciamo, credo che questo già sia significativo, perché diciamo, questa storia di Bruno Pontecorvo bambino la racconta appunto molto tardi negli anni a questo Misha Bilenki, per cui insomma le sue radici di sinistra affondano nel passato, proprio quando era ancora bambino. Benissimo, quindi diciamo ne discuteremo oggi, ma insomma io sono convinto che lui, quando è andato in Russia, ci è andato perché credeva che lì si stesse creando l'uomo nuovo e che nascesse una società veramente giusta e veramente diciamo all'altezza di quello che lui avrebbe voluto che fosse la società. In realtà, è un fisico sperimentale con idee e intuizioni geniali. Lui prevalentemente queste idee, diciamo, molte delle idee fondamentali, lui le ha quando si trova in Canada, a Chalk River. Allora, un'idea sostanziale è stata quella di come si possa misurare il neutrino. Allora, nel 1934 Beath e Peirce fanno una valutazione sulla sezione d'urto, cioè sulla probabilità che un neutrino interagisca con la materia e deducono che può penetrare ben 10 alla più 16 km, corrispondenti a circa 1000 anni luce. Ho sottolineato questo 10 alla più 16 km perché la vedremo nel suo quaderno, di materia solida prima di interagire, e quindi concludevano, dice, è assolutamente impossibile osservare il processo di questo tipo con neutrini che vengono creati, in una trasformazione nucleare, cioè quando produco il neutrino, questi neutrini in pratica è impossibile, poi scappano e nessuno è in grado di vederli. In realtà nel 1945, quando è in Canada, ha l'idea di, l'accennava prima il professor che mi ha preceduto, propone di rivelare i neutrini rivelando questa reazione neutrino più cloro 37 che va in argon 37 più un elettrone. Allora, dopodiché cosa succede? Io posso esporre questo grandi quantità di cloro a dei neutrini, per esempio neutrini che vengono dal reattore. In realtà dal reattore vengono antineutrini, per cui di fatto quella reazione non funziona, però questo si capirà più tardi. Oppure neutrini che vengono dal Sole, e questa volta invece si vedono proprio, e ne parleremo successivamente. Allora, dopodiché l'argon 37 riassorbe il nucleo dell'argon 37, chiaramente ama prendere un elettrone, assorbe un elettrone, ritorna cloro 38 con una vita media, mi pare ricordare, 35 giorni, per cui uno è in grado, una volta aver esposto questo cloruro di qualcosa ai neutrini, poter poi contare quanti argon sono stati prodotti. Perché poi l'argon, catturando questo elettrone, ovviamente emette un fotone, per esempio, e quindi è possibile rivelarlo. E questa è chiaramente un'idea geniale, e vedremo che alcuni prenderanno il premio Nobel con questa idea. Però è anche un fisico teorico, non è uno sperimentale soltanto, è anche un teorico, una visione profetica delle interazioni deboli. Dopo che Conversi, Pancini e Piccioni avevano trovato quello che chiamavano il mesotrone, e che poi Fermi aveva detto no, non è il mesotrone di Yukawa che media le interazioni forti e che tiene il nucleo insieme, dice questo è un oggetto che interagisce debole. A quel punto è una cosa strana, dice questo che da cosa nasce questa particella pesante, perché è una particella pesante, tipo, per questo avevano pensato che fosse il pi, no? La particella di Yukawa. E come mai esiste questo affare che
interagisce debole. Allora il buon Pontecorvo capisce che se diciamo, si tiene conto della differenza di massa tra l'elettrone e il mu, la probabilità che venga assorbito da un nucleo è la stessa. E quindi lui scrive: esiste una fondamentale analogia tra i processi del decadimento beta e i processi di emissione e assorbimento dei mesoni carichi, cioè i mu. Cioè i mu, ancora non li chiamo mu. Quindi questa è l'idea dell'universalità mu-elettrone, dell'interazione debole, che è l'idea fondante di tutta la teoria delle interazioni deboli. Qui vedete questo divertente cartoon, no? Sempre di Misha Bilecki, che fa vedere il buon Pontecorvo che sotto la torre di Pisa, lui era un giocatore di tennis, uno sfegatato giocatore di tennis. A Chalk River addirittura aveva vinto il campionato locale e quindi insomma c'è questo Galileo che butta giù dalla torre di Pisa l'elettrone e il mu, e lui capisce che insomma cascano insieme perché sono uguali, va bene? Quindi è una rappresentazione che ho trovato molto divertente. È anche un fisico sperimentale, proprio sperimentale esperto di rivelatori, tant'è vero ha appena pubblicato, quando va in Russia, un articolo sui rivelatori a gas proporzionali con alta amplificazione, che permettono in principio di misurare anche la carica della particella, non solo la posizione. Allora, questo è un rivelatore a gas uguale a quelli che vengono costruiti oggi. Uno va a vedere come lo fa. Il filo è un filo di 50 micron, diciamo, questi tubicini hanno dimensioni dell'ordine di qualche centimetro, sono riempiti di argon più un 20% di CH4 che fa quenching per evitare che ci sia una scarica. Insomma, sono qui nella presentazione che feci a Roma, li paragonavo ai TRT di Atlas, cosa vera, cioè ovviamente la tecnologia meccanica è diversa, però la tecnologia fisica è quella. E quelli sono i tubi che lui usa nei suoi esperimenti, va bene? Tant'è vero che lui, appunto, teorico, ha capito che il mu è un oggetto importante perché c'è questa universalità con l'elettrone. Allora vuol capire lui le sue caratteristiche. Infatti, sempre a Chalk River, con X, diciamo, fa degli esperimenti di raggi cosmici e riesce a mostrare con questo esperimento, fatto con questi tubi di cui vi parlavo, che nel decadimento del mu la particella carica è un elettrone, senza dubbi. Cinematicamente questo decadimento consiste in un decadimento in un elettrone e due neutrini, quindi che sono due neutrini. E altra cosa importantissima, non ci sono fotoni di alta energia nel decadimento del mu, cioè non si osserva nessun decadimento mu in E gamma. Ora dovreste sapere che è in corso un esperimento MEG che sta cercando di capire se è possibile che il mu possa andare in E gamma, cioè che ci sia una violazione diciamo del numero leptonico. Allora naturalmente ancora non è stato visto, così come non l'aveva visto Bruno Pontecorvo all'epoca, e probabilmente, diciamo, in questo momento siamo a 5.7 10 alla meno 13 come branching ratio, come probabilità che avvenga questo decadimento, va bene? Un esperimenti molto più complicati, ho disegnato, questo è la struttura di MEG, questa è la struttura dell'esperimento di Bruno, concettualmente sono la stessa cosa, naturalmente questi sono molto più raffinato e molto più importante. Bene, quindi lui comunista, scienziato sia fisico sperimentale che fisico teorico, va in Russia e va a Dubna. A Dubna cosa c'è? C'è il sincrociclotrone che all'epoca è quello più potente al mondo, perché è in grado di accelerare protoni a 480 MeV, come vedete da qui, va bene?
e sostanzialmente con questo si riesce, con questi protoni poi si riesce a creare anche dei fasci di neutroni. Questo è diciamo l'edificio del ciclotrone, questo è l'acceleratore, va bene? Quindi diciamo lui è sicuramente molto entusiasta di andare lì. Perché? Perché può fare della fisica di alto livello e può fare, e non solo, ma può dal suo punto di vista contribuire alla costruzione di questa nuova società, di questo uomo nuovo. E diciamo, dopodiché ovviamente in quel momento che siccome i russi usano i patronimici per identificare le persone, il babbo di Bruno era Massimo e quindi lui da quel momento in poi diventerà Bruno Maksimovic. Allora il primo quaderno, veniamo, cominciamo perché non vorrei prendere troppo tempo, altrimenti perché sono molte cose da dire. Allora, il primo quaderno, allora guardiamo la copertina. Qui c'è scritto 1-11-1950, il 1 novembre 1950, va bene? E inizia a scriverci, allora, vabbè, qui è la traduzione in italiano, osservate che qui c'è scritto segreto, perché questo quaderno veniva usato durante il giorno, però la sera doveva riconsegnarlo e riprenderlo la mattina dopo, cioè non portarselo a casa, perché erano ricerche segrete chiaramente, va bene? Allora, in questo quaderno lui scrive la sua attività scientifica presso questo acceleratore. Ecco, questa è la prima pagina. Come vedete qui c'è scritto in russo 1 novembre del 1950 e incomincia a scrivere, diciamo, Neutron production by cyclotron particles. Come vi dicevo, si poteva creare neutroni dal fascio di protoni o anche si poteva accelerare anche particelle alfa e anche da quelle si poteva ottenere un fascio di neutroni. Però l'energia di questo fascio, questi protoni non avevano un'energia ben definita, va bene? E non si sapeva esattamente nemmeno quant'era. Allora lui, la prima cosa che scrive è un metodo, dice si potrebbe, si potrebbe studiare, misurare la distribuzione spaziale dell'interazione di questi neutroni, cioè calcolare il libero cammino medio, e da questo si ha un'idea dell'energia. Dopodiché, seconda pagina, continua a dire cosa si può fare con questo acceleratore, cioè lui è arrivato lì, la prima cosa che fa, comincia a fare tutta una serie di appunti, e dire io potrei fare questo, si può fare quest'altro. Qui vi dico, vi accenno appena che parla di un H4 problem, che sarebbe un fantomatico stato di 3 neutroni e un protone, che a tutt'oggi non è stato nemmeno visto perché è talmente instabile, no? Perché tre neutroni insieme, come diceva il professore prima, Paoli aveva detto non ci possono stare perché lui nella stessa casella, per cui se c'è il terzo neutrone è molto instabile, è in uno stato molto eccitato, va bene? Per cui decade immediatamente. E infatti ne parleremo dopo perché Close fa un discorso che, insomma, se ne parla dopo. Dopodiché è interessato, dice, ma ci possono essere anche produzioni multiple di pi con questa energia, perché se lo faccio sul nucleo pesante, anche se l'energia non è sufficiente per farne più di una, forse riesco a farne anche 2. Insomma, lui e poi continua, posso misurare lo scattering del fascio interno, posso usare dei contatori Cherenkov, posso stimare il minimo, il mean free path del pi 0 e quindi calcolarmi la sezione d'urto del pi 0. Qui insomma si legge abbastanza bene, queste sono cose scritte in inglese e si leggono abbastanza bene. Dopodiché si arriva alla pagina 8. Io devo dire che la pagina 8, di cui ora non ve ne parlo dopo per tenervi col fiato un pochino sospeso, ci sono due genialità, due idee geniali.
E meno male che era a pagina 8, perché poi dopo si continua a essere molto scarabocchiato come il libro, per cui però una volta che io ho letto questa, che era subito che dico, io questo me lo leggo tutto con calma, perché è talmente importante che... Allora, quello che succede è che a pagina 9 Pontecorvo scrive un breve commento sulla produzione multipla dei mesoni, che come vi dicevo lui era interessato a capire, insomma, e dice ma la produzione multipla si potrebbe avvenire anche perché viene prodotta una particella diversa che poi decade in due pai. Dopodiché non si riesce più a leggere, perché è tutta una cosa complicata. Si riesce a leggere se si gira il quaderno, e se si gira il quaderno effettivamente si riesce a leggere che con un filtro di compensazione davanti al collimatore equivalente a 2,5 cm, poi questo metodo è preferibile, insomma sta parlando, come capiremo dopo, sta facendo un esperimento e racconta, è un report di questo esperimento. Allora, che è successo qui? È successo che, evidentemente dopo la pagina 9, lui ha smesso di scrivere su questo quaderno e ha ricominciato a scrivere rovesciando il quaderno, e infatti vedete che qui se l'ho rovesciato, vedete la pagina numero 100 e su c'è scritto 14 settembre, quindi 14 settembre del 51, va bene? E incomincia a scrivere quello che io oggi chiamerei un technical proposal. Lui vuole fare un esperimento sulla produzione di neutroni da mesoni e dice ci vuole l'assorbitore, ci vuole il convertitore, ci vuole questo, ci vuole quest'altro, e va avanti, va bene? Per cui va avanti, allora la domanda che sorge immediata dice ma allora che è successo dal novembre che aveva cominciato a scrivere le prime 9 pagine e il 14 settembre del 51 che rincomincia a scrivere su questo quaderno. Questa domanda l'abbiamo posta al figliolo e Gill ne ha trovato un altro di quaderni uguale e su questo secondo quaderno qui c'è scritto 30/11/1950, va bene, e quindi a fine novembre lui comincia a usare un altro quaderno l'ultima data che si trova su questo secondo quaderno è il 18 luglio del 51. Quindi 18 luglio del 51, poi c'è agosto e poi arriva settembre, quindi che ricomincia a scrivere sul primo quaderno il 14 settembre. Quindi in un certo senso, a parte agosto o giù di lì, che magari è andato in una dacia in vacanza, sostanzialmente questi due quaderni coprono un anno e mezzo di attività in maniera continuativa. Allora, e questo secondo quaderno ci è stato dato dopo effettivamente che festeggiammo il centenario di Bruno Pontecorvo. Ora anticipo quello che poi sarà la discussione con Close. Io in questo workshop che fu tenuto a Roma nel 2013 presentai il primo quaderno che ora vi farò vedere e feci presente che c'era questo lasso di tempo non coperto, va bene? E potete andare a vedere su questo sito la mia presentazione, va bene? E in cui dico che c'è questo lasso di tempo che non si sa cosa ha fatto, ma che però insomma era un quaderno molto interessante, eccetera. Dopodiché arriva il signor Frank Close, era presente, fa una sua presentazione e stava scrivendo questo libro. Allora, in questo libro, se andate a leggerlo, lui parla di questo primo quaderno e ne parla anche in maniera, ha preso la mia presentazione in tutti i dettagli, con le cose che vi ho fatto vedere, le ha ritradotte, le ha riscritte, eccetera, va bene? E scrive una cosa che a me non mi è piaciuta per nulla, che come vedete qui,
dice che durante questo intervallo di tempo was apparently assigned another task until September 1951. Cioè, dice, c'è quel buco perché lui era assegnato a un altro coso. E pertanto qualunque cosa lui abbia fatto in questi 10 mesi non faceva parte del programma originale di Dubna. Quindi dice, fa capire, non è che lo dice esplicitamente, ma fa capire che probabilmente lui è andato a occuparsi di un'altra cosa. E quindi magari, che ne so, la bomba H, perché poi il titolo dice fisico o spy, o spia. Quindi tutto il libro è un pochino impegnato in questa cosa. Allora, la cosa mi è innervosito per due fatti. Uno, perché, diciamo, intanto non cita da dove perché lui traduce proprio queste cose qua, no? Le riporta queste cose qua. E su H4 dice anche cose che secondo me poi ne parleremo. Per cui io gli mandai, prima che il libro venisse fuori, gli mandai la mia presentazione che ho fatto alla SIF sul secondo libro, dicendogli guarda che non c'è questo, diciamo, nel primo libro è vero che c'è questo intervallo, ma nel secondo libro lo copre. Gli mandai la presentazione, lui chiaramente ha ignorato queste mie cose e è andato avanti col libro. Vabbè, insomma, ciascuno prende le sue responsabilità delle sue cose che vuol fare. Ecco, quindi questi sono i due quaderni che, come vi dico, coprono in maniera un pochino strana, perché parte col secondo quaderno. Una cosa carina, nel secondo quaderno lui ha cancellato, non lo so se lui o qualche altro dopo, la parola segreto, l'ha cancellata. Nella mia fantasia mi verrebbe da dire che lui non amava che fossero segreti, dice no, avrà convinto, dice ma questi sono i miei appunti, per cui ha smesso di scrivere sul primo perché voleva avere un quaderno non segreto, non lo so, insomma, ora questo non so che dirvi. È un dato di fatto che qui il segreto è stato cancellato, va bene? Allora, secondo quaderno, ora andiamo veloci perché sennò qui ci sono tante cose scritte qui, va bene? Allora, incomincia a parlare di sezioni d'urto di protoni o di pi su neutrone e su protone. E cosa fa? Scrive diciamo un modello ottico che dice la sezione d'urto va come A alla 2/3, perché non va come A perché c'è il riassorbimento. Ora poi dopo vedremo anche dei dettagli dei fit che lui fa. Cioè sostanzialmente il modello ottico dello scattering. Io quando andai a Ginevra come laureando, no, come summer student, fui inserito in un esperimento di scattering su nuclei, un esperimento di Cocconi, e insomma si parlava di queste cose, insomma, no? Quindi fisica delle alte energie, insomma, fisica delle particelle elementari. Qui valuta la sezione d'urto, dice dovrebbe essere 10 alla meno 28 centimetri meno 2 e così via. Allora, per farvi capire che tipo di quaderno è, questa è la pagina 4 del secondo quaderno e vedete che è tutto uno scarabocchio, no? Perché lui lì sta pensando, piglia appunti, quindi diciamo è una cosa molto, è un brogliaccio quasi, no? Per fissare delle idee o dei concetti. E diciamo, dopodiché incomincia, per esempio, qui scrive un draft di un articolo sulla misura con il cosiddetto star detector, che forse non avrò tempo di raccontarvi cos'è, della sezione d'urto totale di neutroni prodotti dal bombardamento del beriglio con 400 MeV di protoni, cioè protoni dell'acceleratore che picchiano sulla targhetta di beriglio, si producono neutroni e a quel punto col fascio di neutroni si vuole misurare la sezione d'urto. Lui dice esplicitamente che è interessato a studiare i neutroni perché lo scattering di protoni è molto noto, mentre lo scattering di neutroni su materia non è noto e quindi è importante farlo. E qui dice che lui vuole usare un certo metodo
appunto questo star detector che usa dei rivelatori diciamo di neutroni, e dice è meglio questo perché gli altri che sono stati usati hanno certi problemi e così via. E infatti parla del così BF3 counters, cioè il contatore a neutroni di cui lui era un esperto, perché a Chalk River lui aveva sviluppato un rivelatore a neutroni per monitorare il comportamento del reattore. Va bene? Uno dei suoi lavori più importanti era quello di monitorare il funzionamento del reattore. Quindi lui conosce bene come funziona questo BF3, tra l'altro sono contatori che tutt'oggi vengono usati come rivelatori di neutroni. Qui vedete siamo a marzo del 51 e ci sono due tipi di neutroni, e qui cominciate a vedere che c'è qualcuno che scrive non col suo, scrive in russo, non con la sua calligrafia. Vabbè, qui va avanti, qui c'è il draft, i risultati, ovviamente non e qui mette i risultati delle sezioni d'urto su rame, fatto con questi star detector, tutte queste misure. Qui c'era nel mezzo una carta semilogaritmica e qui con filtro di paraffina, senza filtro di paraffina, e quindi guarda l'attenuazione in funzione dello spessore della targhetta, che è il metodo con cui, giusto appunto, per esempio, quando vi dicevo che era andato al CERN, si usava questo metodo qui, metodo di trasmissione per calcolare la sezione d'urto. Per calcolare la sezione d'urto totale, guardavo come venivano assorbiti il mio fascio in funzione di vari spessori di targhetta, e quindi da questa curva, chiaramente questa curva, la pendenza è la sezione d'urto totale, va bene? Qui tra l'altro si legge male, ma è scritto in russo quello che poi mi sono fatto tradurre, che è qui. Quindi incomincia lui a interagire con i russi, in maniera, qui è un fatto un pochino più grande. Allora, una cosa divertente, guardate qui in questa pagina 26, dove lui sta dicendo, dice, beh, sto pensando di fare una curva di attenuazione, vedete, l'intensità in funzione dello spessore della mia targhetta, quella che poi fa, va bene? E nel mentre pensa a come fare questo esperimento, cosa scrive? Scrive in russo questa cosa, che c'è scritto: presidente del presidio del Soviet Supremo dell'URSS, compagno Shvrenik, non so come si dice, vi chiedo, compagno Shvrenik, di permettere a me e a mia figlia di diventare cittadino sovietico. Quindi qui siamo nel 51, infatti nel 52 lui diventa cittadino sovietico. Quindi sta facendo l'esercizio, dice, nel mentre pensa all'esperimento di scattering, lui vuole diventare cittadino sovietico, proprio, e lo vedremo anche successivamente. Questo l'ho trovato molto molto interessante, proprio per capire la personalità dell'uomo, no? Che e siccome lui il suo russo è un po' traballante, si prova a scriverlo, va bene? Poi continua con tante misure in piombo, prima il rame, poi tutti gli altri nuclei, e misura le sezioni d'urto totali. Qui vedete quello che vi dicevo, cerca di interpretare i suoi risultati delle sezioni d'urto totali con questo modello ottico, che è sostanzialmente il modello che viene usato anche oggi, e si accorge che c'è un riassorbimento, perché la sezione d'urto non va come A, cioè non va come il numero di nucleoni, perché, diciamo, anche se io produco un pi, poi questo pi può essere riassorbito dagli altri nucleoni che gli stanno in giro, quindi devo mettere un certo parametro di riassorbimento. E si scrive le sue formule, si fa i suoi fit e trova che il raggio deve andare come A all'1 terzo, cioè la sezione d'urto totale come A 2 terzi, e infatti conclusion A, i nuclei leggeri che hanno pochi vanno ancora quasi come A, e però se no va come A 2 terzi. Una qualche dipendenza da Z dice non funziona, è scritto qua, va bene?
Quindi lui sta studiando fisica delle particelle elementari. Dopodiché un'altra pagina interessante che si tiene ben informato sugli esperimenti che vengono fatti in Occidente, in particolare del rapporto di π più e di π meno, che frazione di π più e che frazione di π meno vengono prodotti con questo acceleratore. E infatti qui c'è tutta una serie di articoli che vengono pubblicati in Occidente su questo fatto, va bene, su le misure di π più, π meno, e vabbè, questi se siete interessati andate a guardarveli e io tiro avanti. Infatti lui ci fa un seminario su questo, vedete in questa pagina scrive, c'è gli appunti di un seminario, si è preso gli appuntini perché poi andrà a fare il seminario e quindi non vuole confondersi, vuole seguire una linea logica e quindi sta parlando in questo seminario in un'interazione nucleone-nucleone il rapporto di π più e π meno, di produzione di π più e π meno. Bene? Quindi fa un seminario. H4 experiment. Questo H4 experiment ogni tanto riviene fuori. Questo H4 era quel 3 neutroni più un protone, no? E lui dice, si potrebbe, ammesso che esista, si potrebbe fare così. Ora, forse non in questa pagina, ma in altre pagine dice, lui non ci credeva chiaramente, perché evidentemente il principio di Paolo lo conosceva insomma, e diciamo, però dice potrebbe, comunque proviamoci perché può essere interessante, se non altro può servire per altre cose, a un certo momento dice. E lui quello che voleva fare, dice che H4 a un certo momento un neutrone decadeva beta, no? Cioè decadeva beta neutrino, insomma beta elettrone neutrino, va bene, e poi diventava quindi una particella alfa, cioè 2 protoni e 2 neutroni. E quindi misurando questo tempo, diciamo, uno deve vedere l'alfa particle ritardata, va bene? Però insomma non riuscirà mai a farlo. Ecco, un'altra pagina molto interessante per capire la personalità dell'uomo è questa pagina. Vedete qui di nuovo fisica di vario tipo, si può misurare queste cose, queste altre. Poi qui in fondo c'è in russo scritta una poesia d'amore che si chiama La lirica di Sormovo e parla di un fidanzato, me lo sono fatto tradurre dal figliolo, che si veste, che tra l'altro è molto nota, sembra questa lirica, ci hanno fatto anche una canzone proprio, parla di un fidanzato che si veste a festa e va nella cittadina di Sormovo a trovare la sua bella, ma viene da lei deluso. Cioè lui vuole diventare un russo a tutti gli effetti, vuole anche capire la cultura proprio popolare dei russi. Quindi anche questa l'ho trovata una cosa molto interessante per capire. Lui vuole diventare russo, insomma, e infatti lo diventa di fatto. Ecco, questo è il testo della poesia, per chi fosse interessato. E qui è cantata, se andate su questo sito c'è la poesia recitata, cantata. Dopodiché siamo nell'estate del 51, va bene? Luglio del 51, il quaderno sta per finire, siamo a pagina 85, il secondo quaderno. E qui dice piano dell'anno, fa tutto un piano di che misure vuol fare durante il prossimo anno. E qui incominciano a venire fuori i nomi dei suoi collaboratori. C'è Alex, c'è Vladimiro, e dice lui, Alex e Vladimiro si devono occupare dell'investigazione sulla possibilità che esista uno stato stabile H4. Ecco, vedi. E nel caso che esistesse, investigarne le sue proprietà, va bene? Mentre invece Ivan Selivanov deve sviluppare le tecniche di rivelare elettronicamente i mesoni e investigare la produzione di π+ in idrogeno e altri elementi partendo da fasci di neutroni. Poi un'altra cosa, insomma, ora qui c'è tutto il programma. E siamo a July 18, è l'ultima data del secondo quaderno, e dice in cui sta partendo proprio con questi esperimenti. E infatti c'ha un esperimento nella room 3
e un esperimento nella Room 2 e stanno facendo con questa elettronica certe misure, va bene? Questo era sostanzialmente, siamo a fine, siamo il 18 luglio e il quaderno poi sostanzialmente finito, ci sono dei draft sostanzialmente. Quindi si ritorna al primo quaderno, 14 settembre. Sto andando un po' per le lunghe, suppongo, cercherò di andare più veloci. E qui c'è il programma, giusto appunto, ripiglia il programma e qui vedete tutti i nomi dei suoi collaboratori. Quindi lui ha già un gruppo, lui è capogruppo di un gruppo di giovani fisici, con i quali fa effettivamente esperimenti. E vedete questi esperimenti, ci sono proprio, è un giornale che racconta la vita, no? Il tempo che richiede in officina per costruire supporti, misure, la presa dati e così via. I risultati finali dell'esperimento e poi un'altra cosa molto interessante, il discorso del 6 marzo 1952. Lui scrive questo discorso nel caso di un group meeting e dice: le relazioni personali all'interno del gruppo, cioè redarguisce il suo gruppo, dice non vanno bene. Perché? Perché dice è successo che alcuni di voi sono andati a chiedere informazioni di elettronica a un altro gruppo, mentre noi abbiamo GE, che è Selivanov, che è molto esperto in elettronica. Quindi questo non va bene. Perché siete andati a chiedere a lui se ci abbiamo nel gruppo la persona che vi può rispondere? Questo non va assolutamente bene e ci vuole una maggiore collaborazione all'interno del gruppo. Ecco, questa è la traduzione la riscrittura, scusatemi, che però insomma si capisce quasi tutto, va bene? C'era un'altra pagina, va bene? Questa era staccata dal quaderno, che dice come si può risolvere il problema, perché effettivamente lui dice questo problema può nascere perché questo Sullivanov è un elettronico, mentre gli altri sono fisici, va bene? Allora, in un certo senso l'elettronico, il problema tuttora presente, non è un fisico, ma è a un livello un pochino inferiore, quindi non va bene. E dice bisognerebbe creare un gruppo di elettronici, cosa che poi di fatto, per esempio nelle nostre sezioni, tutte le varie sezioni abbiamo fatto. Va bene. Un'altra pagina interessante è che tra l'altro a un certo momento trovavo difficoltà a capirla perché è scritta in italiano, poi a un certo momento dico ma è scritta in italiano, e qui scrive che vuol raccontare, infatti la pagina dopo c'è delle relazioni cinematiche tra particelle, va bene? E infatti qui parla un po' scrive un po' di formule di cinematica relativistica e poi calcola il cammino libero medio di varie particelle e così via. Quindi questo probabilmente sono delle lezioni che lui vuol fare ai suoi giovani fisici. Dopodiché si passa a parlare di draft di articoli, alcuni dei quali siamo stati in grado di ritrovarli, pubblicati in russo come internal report. E qui un altro. Quindi, diciamo, veniamo alla pagina 8, nel senso che lui sì, è un bel fisico sperimentale, perché avete visto è sul floor a fare le misure, però è anche un fisico teorico. Lui si ricorda che queste interazioni deboli, queste interazioni forti sono importanti, certo, per costruire il modello standard sono state importanti per capirle, capire per esempio appunto che il neutrone e il protone da un punto di vista dell'interazione forte sono la stessa cosa, cioè il numero quantico dello spin isotopico è stato un passo fondamentale per capire il modello standard. Bene. Però lui nella pagina 8, cioè poco dopo essere che ha iniziato a scrive due cose veramente straordinarie. Uno, c'era il fatto che erano state scoperte queste particelle strane che venivano prodotte forti
forte, con interazione forte nei raggi cosmici, e che poi però decadevano debole. E non si capiva come mai, dice, com'è possibile che c'è una contraddizione, che una particella che viene prodotta forte poi decada debole. E lui scrive in maniera naïve, diciamo nel 50, dice naturalmente questa contraddizione si risolve se sono prodotte in coppia. Allora, cioè, l'anno dopo, 2 anni dopo, 3 anni dopo, si incomincia a capire come mai, cioè perché c'è questo numero quantico e la stranezza, per cui se te produci dall'interazione di un protone sul nucleo dell'atmosfera, non puoi produrre una stranezza sola, devi produrre la stranezza e l'antistranezza, quindi devi produrre la coppia. Dopodiché, una volta che hai prodotto la coppia, diciamo, le singole particelle non possono decadere più deboli, non possono più decadere forte, e quindi decadono debole, va bene? Perché la stranezza si conserva, quindi una particella che ha una stranezza non può decadere, diciamo, deve decadere debole per violare la stranezza. Questa è la prima cosa. La seconda cosa fondamentale, che vedete qui cosa c'è scritto. C'è scritto mu, qua, mu che va in elettrone più 2 neutrini. Un pochino dopo riscrive mu che va in elettrone più neutrino più neutrino. Un neutrino ci fa un tondo e l'altro neutrino ci fa un quadrato. Per cui non c'è scritto che sono 2 cose diverse, però, insomma, una volta che ha fatto una cosa del genere vuol dire che, ma lui, secondo me, questi 2 neutrini non sono uguali. E niente, qui ora poi vi raccontavo le cose. Dopodiché su queste cose lui ci vuol fare un esperimento. Nel 58 a Dubna si vuol costruire un ciclotrone di alta intensità capace di accelerare i protoni fino a 800 MeV. A quel punto lui aveva fatto un esperimento col vecchio ciclotrone e ovviamente aveva prodotto solo una lambda e non era riuscito a produrne 2 perché dice non è possibile produrne 2. Qui con maggiore energia può produrre altre cose e propone esperimenti per dimostrare che i 2 neutrini sono uno diverso dall'altro. Poi però purtroppo questo ciclotrone non fu costruito e non fu mai costruito, e allora Lederman, Schwarz e Steinberger si presero il premio Nobel un pochino dopo, va bene? Facendo questo esperimento. Bene, allora un'altra cosa interessante, mi dispiace per il tempo, ma trovo molto importanti queste cose. Diciamo, vedete in questa pagina qua su in cima c'è scritto 10 alla meno 16 e accanto c'è scritto cloro 37 più neutrino che va in argon 37 più elettroni. Quindi lui si ricorda del metodo che aveva sviluppato per identificare il neutrino, per misurare il neutrino. E infatti qui dice che in un seminario ho fatto un seminario sulla possibilità di rivelare questo. E dice anche che ormai abbiamo abbastanza risorse da essere in grado di poterlo fare questo esperimento. E un piccolo report è stato scritto. Penso che sarebbe molto importante trovare questo piccolo report, però non abbiamo chiesto al figlio, ma non si è trovato. Vabbè, e quindi diciamo lui sta pensando ovviamente di nuovo su questo. Qui è un cartoon che vedete, Pontecorvo che sotto un albero di mele pensa come poter rivelare il neutrino. E dopodiché, appunto, su come poter rivelare il neutrino, diciamo, lui propone di andare sui sui reattori nucleari, e naturalmente lì, siccome si produce l'antineutrino, Davis non vede nulla col suo metodo. Reines invece poi lo scopre e prende il premio Nobel. Davis invece prende il premio Nobel dopo, guardando i neutrini solari con quel metodo, e trova il deficit di neutrini e si apre tutto il problema delle oscillazioni che ovviamente Bruno Pontecorvo aveva previsto. Naturalmente lui ha preso molti premi russi, però non ha preso nessun Nobel, diciamo. E ovviamente finisco parlando delle oscillazioni dei neutrini, non posso, dicendo che l'idea più importante è stata quella dell'oscillazione dei neutrini, e qui sono 2 cartoon molto divertenti di Misha Bilecki, qui che sta sciando
a Pisa sotto il sole, e qui gli arriva neutrini un po' meno di neutrini e qualche neutrino mu. E quindi, insomma, perché stanno oscillando questi signori, e quindi, vabbè, questo è un altro cartoon, anche questo dice, ma come si spiega che una particella si trasforma in un'altra di natura diversa, con una magia di Bruno Pontecorvo? Forse è solo un fenomeno di meccanica quantistica. E vabbè, quindi, concludendo, attraverso questi due quaderni si può ricostruire 1 anno e mezzo della vita di Bruno, e vita che è fatto fisica delle particelle elementari, quindi tra l'altro lui nel 1952 ottiene la cittadinanza russa, perché la lettera poi la scrive, e 2 anni dopo si iscrive al CUS, quindi è un comunista convinto ed è un idealista che crede che l'Unione Sovietica stia nascendo una vera società socialista. Quindi l'eredità di Bruno Pontecorvo scientifica è chiara, no? Le sue profonde intuizioni hanno aperto un vasto programma di ricerca sulle proprietà dei neutrini, su questo si potrebbe parlare per ore, quindi non ne parlo. Programma che ancora oggi continuano esperimenti sempre più complessi, e verosimilmente è la via che ci porterà a scoprire nuova fisica, questo lo penso io. LHC non è ovvio che ce la faccia, anche a quelle alta intensità, o si va a energie più alte o non credo. Ma c'è un'altra eredità, che è l'eredità dell'uomo Bruno Pontecorvo, che secondo me ha lasciato alle future generazioni, è il suo desiderio di giustizia sociale. Nella sua autobiografia, appunto, si legge che le sue opinioni sono di sinistra, che sono nate dal senso di giustizia che gli ha inculcato il babbo. E quindi lui va nell'Unione Sovietica credendo che lì si costruisse l'uomo nuovo. E tuttavia, questo è importante, nonostante tutto quello che è successo in Unione Sovietica, e nonostante che lui si era ricreduto con l'invasione della Cecoslovacchia, non con l'Ungheria, ancora nel 1988, con la perestroika di Gorbaciov, lui continua a credere che sia ancora possibile costruire una società giusta e democratica fondata, dice lui, su leggi avanzate e sui diritti dell'uomo. Bene, grazie dell'attenzione. Insomma, molte grazie. Visto che è venuto fuori quello che faceva Dubna, finalmente certo. È una novità. Quindi mi sembra che il quadro si stia componendo. Può essere contento che ho organizzato questo convegno, mi sembra che si stia componendo un quadro che tiene conto delle varie dimensioni di Pontecorvo, quella dello scienziato, quella dell'uomo, senza che si confondano l'una con l'altra, ma sono integralmente connesse, e quindi non si tratta qui di stabilire elementi di supremazia, si tratta di capire qual è la compatibilità all'interno di un complesso uomo come Pontecorvo tra la sua forte ansia scientifica e la sua ferma convinzione cultural politica. Questo mi sembra importante.